j'avais envie de vous livrer un petit calcul statistique que j'ai fait avant l'émission, parce que, alors je vais faire des partages d'écran moi aussi, bien entendu. Alors, je voulais vous montrer d'abord le site du CDC, en tout cas une page du CDC. Donc je rappelle que le CDC, c'est le Center for Disease Control and Prevention, donc aux États-Unis. Donc c'est l'équivalent du ministère de la Santé aux États-Unis, et c'est une communication qu'ils ont faite et qui date donc du 19 décembre, donc c'est très très récent. Et comme vous le voyez, c'est une petite communication sur le suivi des chocs anaphylactiques, c'est-à-dire donc les effets secondaires indésirables des vaccins basés sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. Voilà, et ils font aussi le suivi donc de ce qui se passe au niveau des effets secondaires. Et donc, c'est intéressant de voir donc pour le 14, 15, 16, 17, 18 décembre, ils montrent le nombre de personnes qui ont reçu la première dose de vaccin et le nombre d'effets secondaires. Et les effets secondaires, comme vous le voyez ici en dessous, c'est unable to perform normal daily activities, donc incapable d'accomplir les activités journalières normales, incapable de travailler, requiert des soins médicaux de la part du docteur ou d'un professionnel de santé. Et donc, je me suis intéressé statistiquement à combien de pourcents ça représentait. Donc, 3150 effets secondaires sur 112 000, c'est un pourcentage de 2,79%. Donc, 2,8% des personnes qui se font vacciner actuellement, d'après ces chiffres qui viennent donc de la Grande-Bretagne, ont connu des effets secondaires. Et je me suis demandé, tiens, quel serait le rapport bénéfice-risque entre ne rien faire et se faire vacciner. Donc, j'ai été sur le site de, cette fois-ci, Johns Hopkins Institute, donc qui compile les statistiques mondiales. Et donc là, je vais refaire un share screen. Alors, attendez, parce que comme j'ai fait un premier share screen, il faut que j'arrête et puis que je recommence. On peut pas passer d'un onglet à l'autre, en fait, apparemment. Si. Voilà. Voilà, vous voyez donc le site du Johns Hopkins University in Medicine. Et quand on regarde 79 millions de cas, et le nombre de morts, c'est 1 737 000 attribués au Covid. Bon, vous le savez, on l'a dit des dizaines de fois dans l'émission L'Info en question, on a mis tout et n'importe quoi dans les cas de Covid, puisque les gens qui mouraient de crise cardiaque, de cancer, d'AVC, même d'accidents de voiture ou d'accidents domestiques, tous ces gens-là ont été mis dans le nombre de morts. Mais peu importe. Admettons que ce sont tous des vrais morts du Covid, alors qu'on sait très bien qu'on devrait prendre en considération qu'entre 6 et 10% selon les pays, selon la manière dont les pays ont compté. Mais admettons même qu'il y ait eu 1 700 000 morts du Covid, alors qu'en réalité, je dirais qu'on devrait être beaucoup plus proche de 200 000 morts du Covid cette année que 1 700 000. Eh bien, ça fait, si je calcule bien, 0,022. Donc, ça veut dire, en fait, c'est... qu'est-ce que je suis en train de raconter? Oui, c'est ça. Donc, c'est 2,2% de létalité. Donc, ce n'est pas, c'est pas la mortalité, c'est la létalité. C'est-à-dire qu'il y a 2,2% des gens infectés, qui ont, enfin, en tout cas, qui ont un test positif, qui sont morts. Mais si on ramène cela au nombre de personnes qui vivent dans le monde, et j'ai fait le calcul pour la France, et j'ai fait le calcul pour le monde entier. Eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc, la probabilité de mourir du Covid pour l'ensemble de la population, c'est 0,093% de la population. Donc, ça veut dire moins d'un 10 millième de chance de mourir du Covid par rapport à l'ensemble de la population. Mais par contre, s'ils veulent vacciner toute la population, on a 2,79% de chance d'avoir des effets secondaires. Et quand on fait le calcul, ça veut dire que vous avez 30 fois plus de chances d'attraper les effets secondaires du vaccin que de mourir du Covid, si on vaccine toute la population.
Ça, c'est de la mathématique. Hein, Chloé, tu es prof de maths. J'imagine que tu ne me contrediras pas. Bah, bon, j'ai fait les calculs, évidemment, tu peux me faire confiance. J'ai quand même fait des études de physique où j'ai bouffé des mathématiques pendant 2 ans à haute dose. Évidemment, on avait même tous les cours communs des 2 premières années avec les mathématiciens. Mais donc, et encore, si tu permets, Jean-Jacques, oui. Si tu sépares les statistiques, parce qu'il y a quand même une mortalité 100 fois supérieure à partir de 80 ans qu'en dessous de 40, en dessous de 40, ça tend vers 0, hein. Mais oui, c'est ça. Et c'était effectivement la dernière fois. C'est débile. Voilà. C'est complètement débile. Parce que quand on voit que la probabilité de mourir du Covid, ou en tout cas quand on regarde la proportion des gens qui sont morts du Covid qui avaient moins de 60 ans, on tombe à 2% de la population. Donc, si on tombe à 2%, ça veut dire que vous avez 50 fois plus fois 30, donc ça fait 1500 fois plus de chances d'avoir les effets secondaires du vaccin que de mourir du Covid si vous avez moins de 60 ans. 1500 fois plus de chances, ou de malchance, d'avoir les effets secondaires du vaccin, qui n'est pas un vaccin. D'ailleurs, de plus en plus de scientifiques, et ça je les remercie, dénoncent le fait que ce ne sont pas des vaccins, ce sont au mieux des thérapies géniques, et maintenant il y a des gens qui maintenant osent dire que ce sont des expérimentations génétiques, ce ne sont même pas des thérapies géniques, parce que pourquoi est-ce que ce sont des thérapies? Je n'en sais rien. Donc retenez ce chiffre, c'est 1500 fois plus de chances d'avoir des effets secondaires qui peuvent être graves que de mourir naturellement du Covid. Donc pourquoi est-ce que les autorités de santé nous emmerdent encore avec cette hypothèse du vaccin? Et je terminerai par une présentation d'un article de Jean-Dominique Michel. Je rappelle que Jean-Dominique Michel est un anthropologue de la médecine, quelqu'un qui a été, je dirais, invité très très souvent par les médias mainstream en Suisse, en France, pour commenter toutes les questions d'actualité médicale chaque fois qu'il y avait des questions qui étaient aux frontières entre l'anthropologie, l'éthique et la médecine. Donc quelqu'un qui était porté au nu par les médias mainstream jusqu'à ce qu'il prenne position contre le discours officiel, parce que pour lui ça n'avait aucun sens, avec les outils qui sont ces outils d'expertise. Et depuis lors, il se fait traiter de complotiste, il se fait traiter de tous les noms, il n'est plus du tout invité dans aucun média mainstream, et donc il lui reste, je dirais, son blog pour s'exprimer. Et donc j'aimerais vous renvoyer à un article qu'il vient de sortir très récemment. Donc j'essaye de retrouver cet article. Voilà, son site, son blog, ça s'appelle Anthropologique, et donc il reprend d'ailleurs les statistiques que je viens de vous montrer, et c'est un article que je vous conseille vraiment de lire attentivement parce qu'il donne les raisons simples et claires pour lesquelles il ne se fera pas vacciner contre la Covid-19, et je trouve que les arguments qu'il avance sont extrêmement pertinents. Il y a des arguments scientifiques, il y a des arguments liés aux traitements qui existent et qui ont fait leurs preuves, mais qui malheureusement ne sont plus sous brevet, donc ne rapportent quasiment plus rien aux compagnies pharmaceutiques. Et il y a des arguments évidemment de confiance aussi dans les autorités de santé qui, bien entendu, ont fait la démonstration non seulement de leur incompétence, mais je pense maintenant qu'on peut de plus en plus les soupçonner d'être dans des conflits d'intérêts et dans des corruptions absolument gigantesques par rapport à ce qu'on a connu au moment de la grippe H1N1. C'est incommensurable comme nous sommes dans des conflits d'intérêts et dans des situations de corruption caractérisées de la part des autorités. Voilà, donc je vous recommande vraiment de lire ça parce que il renvoie à toute une série d'articles scientifiques. Il a fait même une compilation de tous les remèdes qui fonctionnent et où le fonctionnement est prouvé, mais qui sont des remèdes dont on connaît les principaux, hein, c'est l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine et le zinc, la vitamine D, la vitamine C, l'ozonothérapie, etc. Donc il a fait la compilation avec chaque fois les références de tous les articles, puisque c'est son métier de faire ce genre de démarche, sauf qu'il n'est plus invité nulle part. Et pour terminer, je voudrais vous passer une petite vidéo de Jacques Attali, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup de Jacques Attali. Pourtant, c'est, je dirais, c'est l'éminence grise de tous les présidents de la République depuis 40 ans à peu près. C'est vraiment quelqu'un qui est l'entremetteur, je dirais, et celui qui fait et qui défait les présidents d'après tous les observateurs, tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin à Jacques Attali. Il est clair que ce bonhomme, c'est lui qui est un des
émissaires des mondialistes et des globalistes dans le monde, et c'est lui qui décide ce qui va se passer à l'avance. Je vous rappelle quand même que bien avant l'élection de Macron, alors que Macron avait juste été connu comme ministre de l'économie sous Hollande, il avait déjà annoncé que Macron avait tout d'un futur président, et il avait même dit dans cette même interview qu'il connaissait déjà l'identité de celle qui succéderait à Macron, et ça c'était en 2016, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc c'est quand même assez troublant. Alors, c'est un document de 2-3 minutes qui date de 1979. Donc, nous allons retrouver Jacques Attali il y a 41 ans et écouter déjà ce qu'il disait sur la manière dont on pouvait utiliser des crises sanitaires pour instaurer un État totalitaire. Ça date de 79. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que, ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de se créer. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce document. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on l'entend dire 3 ou 4 fois, ce qui est fascinant, alors qu'il est en train de parler de l'instauration d'une dictature, mais dans un processus tellement pervers que ce sont les individus eux-mêmes qui vont s'aliéner eux-mêmes et se rendre eux-mêmes esclaves pour ne pas être exclus du troupeau, pour ne pas être en dehors de la conformité sociale. Et si ce n'est pas à cela que nous assistons en 2020, de l'instauration d'une dictature, mais qui est souhaitée finalement par une bonne partie de la population pour justement échapper à la mort, et donc accepter d'être privé de toutes ces libertés. Moi, je trouve ça fascinant de retrouver des documents comme ça, 41 ans plus tôt, et de voir que finalement, depuis 41 ans, et même depuis avant, nous sommes dans une marche forcée vers un État totalitaire, un État mondial totalitaire. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vas-y Salim, je rebranche ton micro. Oups, pardon. Vas-y, fais-le toi-même, oui. Si tu permets, je voulais dire, enfin moi, très souvent, je dis que Jacques Attali, il est à lui seul la preuve du complot. J'ai même pas envie d'entendre ce qu'il a à dire. Moi, je pose juste une question aux gens. Pourquoi Jacques Attali, depuis 40 ans, il jacte à la télé? De quel droit? Est-ce qu'il a été élu? Est-ce qu'il a des compétences? Le gars, ça fait 40 ans qu'il susurre à l'oreille des présidents et la France a coulé. Elle a été totalement détruite. Au niveau de la morale politique, au niveau des mœurs, au niveau de l'économie, 2500 milliards d'euros de dette, on vient de dépasser le PIB, au niveau des conditions de travail, du stress, de Big Pharma. Enfin, quel que soit le domaine dans lequel, voilà, enfin, ça fait depuis 30 ans, moi, que je suis en France. Franchement, c'était beaucoup mieux avant et c'est de pire en pire. Et ça fait 40 ans qu'il conseille les présidents, de gauche et de droite d'ailleurs. Il n'y a pas d'idéologie politique avec lui, c'est extraordinaire. Il peut passer de Mitterrand à Sarkozy, à Hollande. Et en fait, juste posez-vous la question, pourquoi lui? Pourquoi il a accès au plateau télé? Il écrit un livre tous les 6 mois, on se demande bien comment il fait. Et pourquoi lui? Je pose une question bête. C'est tout. Pourquoi lui? Pourquoi on l'autorise à vous faire entrer des idées saugrenues, débiles d'ailleurs? Il a toujours eu tort et il continue à vous conseiller. C'est extraordinaire. Quand vous commencerez à vous poser ces questions, quand la grande majorité des gens se poseront ces questions, je pense que les choses vont changer.